Et elle me dit en même temps, mais vous savez, faut quand même vous rendre compte que vous avez 4 maladies. Va falloir prioriser votre santé. Le travail, c'est plus possible de continuer comme ça. Va vraiment falloir revoir les priorités. Et là, elle me dit de but en blanc que c'est fini, quoi. C'est plus possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence de Julie, qui vient de nous parler de son parcours avec 4 pathologies, la spondylarthrite ankylosante, l'endométriose, la maladie de Basedow et le psoriasis. Le cumul de ces maladies et l'intensité des douleurs avec lesquelles elle vit ont poussé Julie à reconsidérer les contours de sa vie professionnelle. C'est à la suite d'une conversation avec sa gynécologue qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer, comme elle l'avait fait jusqu'à présent, en cumulant gestion des douleurs et vie professionnelle intense. Après avoir pris le temps de réfléchir, elle a décidé de se lancer dans un parcours de patient partenaire, qui lui permettra de former des soignants et des patients sur la maladie, et ainsi de valoriser son parcours avec ces 4 pathologies. Être patient partenaire a quelque chose de très beau selon moi, puisqu'il s'agit de mettre son expérience au service des autres. Julie en parle tout au long de l'entretien. Elle évoque ses projets mais également les difficultés qu'elle rencontre, car ce n'est pas toujours facile de se former sur sa maladie, ça fait bouger des choses en soi. Ensemble avec Julie, on revient sur différents sujets. Tout d'abord, les différentes annonces qu'elle a reçues, puisque les diagnostics ont été posés au fil de l'eau. La situation d'errance médicale qu'elle a vécue pendant près de 10 ans, son médecin généraliste imputait en effet ses douleurs chroniques à du stress. Il s'agissait en fait d'une spondylarthrite ankylosante. Puis sur la fin de l'entretien, nous évoquons avec beaucoup d'émotion ce que le parcours de patient partenaire apporte à Julie. Je vous laisse sur cette belle discussion tout en douceur et en sourire. Pour introduire très rapidement cet épisode et avant de te donner la parole, je mets un peu de contexte. Donc c'est toi qui m'as contacté sur Instagram en me parlant de ton parcours avec 4 maladies. Donc il y a la spondylarthrite ankylosante, l'endométriose, le psoriasis et la maladie de Basedow. Est-ce que je prononce correctement ? Ouais. Ok, trop bien. Et donc tu m'as précisé, et c'est ce qui a attiré encore plus mon attention, que tu poursuivais un parcours pour devenir patiente experte. Donc pour expliquer très brièvement, et puis après tu vas rentrer dans le détail, l'idée d'un patient expert, c'est de valoriser ton expérience en tant que personne vivant avec une ou des maladies, à la fois pour accompagner des patients, mais également des professionnels de santé. Donc on va revenir sur tout ton parcours, mais j'avoue que je suis très intéressée par l'idée en fait de faire quelque chose de sa maladie ou de son handicap et que ça a fait écho à mes réflexions où quand j'ai appris pour ma sclérose en plaques, je me suis sentie un peu les bras ballants et je me suis demandé quoi faire. Donc moi, j'ai créé ce podcast. Toi, tu te lances dans le parcours de patiente experte. Et donc, j'aimerais valoriser un petit peu toutes tes réflexions sur ce sujet. D'accord, très bien. Bah oui, effectivement, c'est vraiment là, tu vois, un projet, que j'ai à peu près depuis 1 an. Donc, tu vois, c'est vraiment, issu d'une réflexion et d'un parcours de soins qui a été, assez, chaotique par moments. Et en fait, effectivement, l'objectif pour moi comme pour toi, c'est vraiment de, bah, quitte à vivre tout ça, bah, autant, y donner du sens et alors pour moi, c'est vrai, c'est pour moi aussi, pour en faire quelque chose. Mais pourquoi pas pour les autres? Si ça peut aider, ben, écoute, tant mieux. Moi, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de, créer le dialogue entre les soignants et les patients et d'arriver à avoir, bah, une communication qui soit claire pour tous et que ça puisse, aider des 2 côtés. Voilà, le but, c'était vraiment ça. Ce qui est très louable et je pense qu'il y en a besoin. Bah, ouais, j'ai l'impression, moi, en tout cas, pour avoir vu un peu, des 2 côtés, je pense qu'il y en a besoin, ouais. Ouais, ouais. Alors, on s'est dit que on allait quand même travailler de manière chronologique, donc on repart en arrière. Et tout d'abord, la première des questions, bien évidemment, c'est est-ce que tu peux nous préciser un petit peu qui tu es? Comment est-ce que tu te décrirais? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça forcément. Donc, moi c'est Julie, donc j'ai 42 ans. Je suis, maman et belle-maman de 3 enfants. Ce que j'aime, c'est, découvrir. En fait, j'aime découvrir de nouvelles activités, de nouvelles personnes, voilà, je suis assez curieuse et j'aime apprendre, en fait. Je travaille, dans le milieu de la santé. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Alors je suis pas du tout soignante. Je suis arrivée, dans une association qui, fait de l'hospitalisation à domicile et du coup, j'ai trouvé, l'engagement de ces personnes, vraiment, très impressionnante et je suis très fière de travailler dans cette association. Voilà, pour raconter un peu qui je suis. Parfait. C'est très bien de travailler dans le domaine de la santé et l'associatif. Oui. Ça me semble être cohérent avec tes valeurs et ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc, on a fait un entretien de cadrage, bien Ouais. évidemment. Et donc, ton parcours de soins commence...
alors on parle pas vraiment de soins à l'époque, mais lorsque tu avais 25 ans, tu as Mmh. commencé à ressentir des douleurs dans le haut du thorax et Mmh. donc tu as commencé à consulter parce que ça te semblait pas très normal. Ouais, tout à fait, ouais et ouais, j'avais, un peu plus de 20 ans. Bon, j'ai toujours eu, une santé plus ou moins, bonne. Tu vois? Déjà enfant, j'avais quand même pas mal de problèmes de santé. Je suis née dysmature, donc ça veut dire que je faisais 1 kilo et quelques à la naissance. Enfin, c'était déjà pas très bien engagé. Je suis restée 2 mois à l'hôpital à la naissance et puis après, en fait, j'ai eu, pas mal de pathologies, des sinusites chroniques, des calculs rénaux à répétition. Enfin, tu vois, une santé quand même un peu, moyenne, on va dire. Un système immunitaire que je sentais déjà pas très, très bon, mais bon, voilà, ça allait et puis dans la vingtaine, beh, j'ai commencé à avoir des douleurs effectivement, au niveau du dos, sans trop comprendre, un peu diffuses, tu vois? Vraiment le haut du thorax, mais des fois le bas, enfin les hanches. Donc j'ai été voir très régulièrement mon médecin traitant qui, à plusieurs reprises, me disait que c'était lié au stress. Donc ben, moi, OK, j'étais plutôt en mode, j'écoute mon médecin et bah, je culpabilisais un peu, je t'avoue, parce que je me disais: «Ben, je suis pas trop capable de gérer le stress là, ça je me fais mal toute seule». D'autant qu'à cette époque-là, je commençais ma vie active et moi j'avais quand même une certaine, ambition dans le travail, j'ai fait des études, dans le management, la gestion de projet et mon objectif, c'était vraiment ça quoi, d'avoir des responsabilités. J'aimais ça, travailler, dans des entreprises, à manager et surtout, gérer des projets. Donc c'est vrai que c'est quand même des postes avec, pas mal de responsabilités et donc la dose de stress qui va un peu avec. Donc ça a duré quand même quelques années, hein, voire, ça a duré même hyper longtemps en fait. Ça a dû durer 8 à 10 ans, c'est exactement ça. Et puis en fait, ce qui a un peu déclenché la suite des événements, c'est ma 2e grossesse, en 2016 où là, bah, clairement, pendant 9 mois, mais hyper mal au dos, quoi. Enfin, même en début de grossesse où, ben, en fait, bon, quelques nausées, mais pas enfin, une grossesse, quoi, normale. Sauf que vraiment des douleurs, à me réveiller la nuit, je pouvais plus bouger le matin. Enfin, c'était vraiment, très, très costaud et je me suis dit: «Là, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal». J'ai été en arrêt assez rapidement. J'ai eu des périodes où j'étais pas du tout stressée et pour autant hyper mal au dos. Donc là, quand même, je commençais à me dire qu'il y a quelque chose là et bon, ce médecin, il m'entend pas et ça va pas, quoi. Donc la grossesse se fait et finalement j'avoue que je me fâche un peu avec ce médecin et je lui demande, un rendez-vous chez le rhumato, quoi. En lui disant, enfin maintenant c'est plus possible et puis aussi j'ai un de mes cousins qui a été diagnostiqué spondylarthrite, OK, tu donc vois? tu avais la puce à l'oreille. Ouais, je me suis dit, «Il y a peut-être un truc, quoi». Alors j'avais pas forcément envie d'avoir un diagnostic, hein, c'est pas ça, mais j'avais envie de réponses, quoi. Donc bon voilà, il a fini par me faire ce courrier, hein, ce médecin et puis, je suis, entrée dans une phase un peu d'attente parce que le rendez-vous avant d'avoir le rendez-vous, bah, c'est très long parce qu'on n'est pas encore suivi, on n'est pas connu, à l'hôpital et puis une fois qu'on a ce premier rendez-vous, bah, il y a une phase un peu d'examen, des radios, des choses comme ça qui vont prendre un peu de temps et moi pendant ce temps-là, ben, côté professionnel, je me sentais plus vraiment à ma place, dans mon entreprise qui était une entreprise, de prestation de services, tu vois? Un peu commerciale et du coup, j'avais enclenché, un bilan de compétences un peu pour me dire: «Bon, bah, alors attends, qu'est-ce que tu vas faire, de ta vie?» Le commercial, ça te parle pas trop et pourtant, voilà, tu es dedans depuis un moment et ce bilan de compétences m'emmenait vers l'économie sociale et solidaire ou la santé, le sanitaire et social. Alors je me suis dit: «Bon, OK, là, va falloir reprendre tes études, ma grande, ou faire quelque chose parce que tu es pas du tout partie dans le bon sens». Donc voilà, j'en étais là, j'attendais, ce fameux rendez-vous et puis finalement, j'ai été contactée, par un cabinet de recrutement qui m'a proposé un poste. Alors je savais pas où au départ et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un établissement de santé. Donc je suis arrivée dans une association, je connaissais pas du tout, hôpital à domicile et j'ai rencontré des soignants. Moi, mon objectif, c'était de mener des projets avec eux et puis manager des équipes, non soignantes, d'accueil, informatique, voilà. Donc j'ai découvert comme ça le milieu, vraiment médical, hospitalier
en travaillant avec, des médecins, des infirmiers, et j'ai, vraiment apprécié leur, façon de voir les choses, leur engagement auprès du patient. Enfin, voilà, je découvrais et je trouvais ça super. Et puis, en fait, 6 mois après être arrivée, à l'HAD, j'ai eu, un diagnostic qui a été posé par le rhumato et qui était la spondylarthrite ankylosante. Donc la maladie de mon cousin que j'avais entendue, voilà, de loin, mais honnêtement, je ne connaissais pas bien cette maladie et surtout, le premier effet que ça m'a fait quand j'ai eu le diagnostic, moi, c'est un soulagement. J'ai été hyper soulagée. Je me suis dit: «Je ne suis pas folle». Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas, tu vois? Alors, c'est bizarre, hein, de dire ça parce qu'on pourrait se dire: «Bah, on a un diag, oh, c'est la le monde qui s'écroule» ou enfin, je sais pas, ou alors on est hyper en colère. Mais moi, j'étais: «Ah bah, ouf, ouf, il y a quelque chose», tu vois? Alors je savais pas ce qui allait se passer ensuite, hein, tu me diras. Mais, ça a été vraiment, je me suis dit: «Bon, bah, il y a quelqu'un qui m'a entendue, il y a vraiment quelque chose» et puis on a démarré, tranquillement avec, des traitements anti-inflammatoires qui m'ont fait beaucoup de bien au départ, hein. Avant qu'on parte sur les traitements et la suite de ton histoire, il y a 2 points sur lesquels, j'ai envie de rebondir. Le 1er, c'est, que c'est pas normal d'avoir mal, en fait. Ton médecin t'a pas entendu. On parle quand même de 8 à 10 ans d'errance médicale Ouais. où on t'a, le terme en anglais, c'est gaslighté. Donc on t'a fait croire que c'était dans ta tête alors que tu ressentais des symptômes physiques. Quelques exemples de comparaison. Par exemple, on dit beaucoup aux femmes que c'est normal d'avoir mal pendant leurs règles. Eh ben non, c'est pas un état de fait qu'on doit accepter, le fait de vivre dans la douleur. Et j'avais beaucoup échangé avec des amis sur ces sujets-là qui sont plutôt dans le domaine médical et qui disaient que enfin, souvent, faut s'écouter. Quand on a mal, quand on a l'impression qu'il y a quelque chose, il faut continuer à creuser. Et c'est vrai que c'est pas évident de se dire, je vais remettre en question la parole de mon médecin, je vais aller voir quelqu'un d'autre, parce que c'est une personne qui a de l'autorité, qui a fait bien évidemment de longues études, etc. Et c'est difficile de se dire, je vais m'écouter moi plus que quelqu'un qui est expert de son sujet. Ah ouais, tout à fait et puis, je pense que c'est d'autant plus vrai quand tu as une vingtaine d'années, quoi. Parce que en fait, ce médecin, donc il se trouve que ce n'est plus mon médecin, voilà. J'ai trouvé un autre médecin traitant qui est, juste formidable et qui joue son rôle de coordonnateur un peu entre tous ces spécialistes aujourd'hui et vraiment je vois, la différence, c'est impressionnant, c'est vraiment une histoire de personne et je t'avoue que c'est vrai qu'à 25 ans là, j'avais même pas, l'idée de me dire que lui pouvait avoir tort, tu vois? Et c'est là où on se dit, effectivement, tu as raison, que, c'est hyper important de pouvoir en parler, d'en parler dans sa famille, de regarder un peu sur les réseaux parce que l'errance, elle est encore là. Sur certaines maladies, elle est hyper présente et le fait de s'écouter et de prendre un peu confiance en soi aussi, ben, ça aide et ça aide, à la fois pour poser un diagnostic, mais ça aide aussi les professionnels de santé, finalement. Parce que eux, ce qu'ils attendent, moi, pour, travailler avec eux, c'est vraiment une confiance de la part de leurs patients et puis une honnêteté. C'est-à-dire pouvoir dire ce qui se passe, comment ça va. Il y a rien de bête, en fait. Mais là, effectivement, je suis pas tombée sur la bonne personne. Oui, et puis en fait, c'est normal, toi, en tant que patiente, que tu connaisses pas parfaitement les contours de ta maladie, de ton trouble, Ben non. etc. Et au contraire, Mmh. normalement, c'est le rôle du soignant de dire: ah tiens, ça me fait penser à quelque chose, on va mener les examens. Et juste pour digresser et donner un exemple personnel, mais j'ai changé de neurologue parce que ma neurologue, je me sentais pas parfaitement à l'aise avec elle. Et mon neurologue, à un moment, je l'ai raconté dans un autre épisode, mais il m'a dit est-ce que tout se passe bien quand vous allez faire pipi? Et moi, j'ai explosé de rire. J'ai dit mais bien évidemment. Et il m'a dit est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce qu'on appelle une impatience, donc c'est-à-dire la sensation de pas pouvoir se retenir et que c'est vraiment insurmontable? Et oui, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, il m'a fait remarquer que c'était pas normal à 30 ans d'avoir ça. Et en fait, c'est Mmh. un des trucs de la sclérose en plaques qui est peu connu. Et donc, s'il me l'avait pas dit, moi, j'aurais continué à vivre avec la sensation d'avoir bu trop de pintes de bière, y compris quand j'ai juste bu mon thé, quoi. Et je me serais dit, ah tiens, c'est étrange. Et en fait, non. Et donc, il m'a fait passer des examens complémentaires, etc., pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur mes reins. Mais donc, c'est son rôle à lui de dire, bon, bah, il y a cette pathologie-là, et on va explorer tous les symptômes et s'assurer que tout est OK. Et sur le fait que tu été soulagée d'avoir un diagnostic, alors pour les personnes qui ne vivent pas avec une maladie ou un handicap, ça peut sembler très étrange d'être soulagée d'avoir une Oh. mauvaise nouvelle, entre guillemets. Mais oui. En fait, ça veut juste dire que tu as une réponse et que c'était pas dans ta tête. Ben c'est exactement ça. Mais ouais, là, vraiment, moi, ça a mis des mots, ça a expliqué, ce qui se passait, quoi. Oui. C'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois? Après bon, les autres diagnostics, je t'avoue que c'est
pas forcément ça que j'ai ressenti. Ça a pas été tout le temps la même émotion. Une annonce, c'est toujours un moment, particulier. Bon, là, j'ai été soulagée, j'avais, ouais, 34 ans, il y avait une réponse, il y avait un médecin qui s'occupait de moi, il y avait, des traitements adaptés. Voilà, je me suis dit: «Bon, c'est top, quoi, je vais avoir moins mal et puis, je vais être accompagnée, quoi». Ce qui est le cas d'ailleurs, hein. Mon rhumato, c'est vraiment aujourd'hui le spécialiste un peu, référent de l'ensemble, de mon dossier médical, quelque part, tu vois? OK. Et donc, une fois que tu as eu ton diagnostic, tu as eu un traitement. Ouais, donc là, j'ai eu, d'abord des anti-inflammatoires, tu vois? Traitement de première intention, ça s'est, bien passé pendant, quelques années et puis, ça a commencé en fait à s'accélérer. J'ai commencé à déclarer un peu des pathologies en cascade, moi. Alors ça a commencé en 2020. On me diagnostique la maladie de Basedow, que je ne connaissais absolument pas. Donc première question: «Mais c'est un rapport avec la spondylarthrite? C'est pas possible. Pourquoi?» Non, non, aucun rapport, c'est une, maladie de la thyroïde et en fait qui, nous met en hyperthyroïdie. Donc ça veut dire qu'on est à fond. Tous les organes sont à fond, le métabolisme, c'est pour ça qu'on perd du poids. On mange, on perd du poids, enfin voilà. En tout cas, c'est un état dans lequel on peut pas rester, qui est, plutôt, dangereux à long terme. Donc ben, il faut, stopper, cette hyperthyroïdie et pour ça, ben, on prend des médicaments, là encore, hormonaux assez forts et l'objectif, c'est de te passer en hypothyroïdie pour ensuite trouver, en fait, le bon dosage de traitement. Et alors là, et ben, là, ça m'a fait, tout drôle. En fait, j'ai été arrêtée pendant au moins 2 mois et demi, je crois et quand on te passe en hypo, bah, c'est l'effet complètement inverse. C'est-à-dire que pendant, au moins 2 semaines, je devais dormir 20 heures sur 24, quoi. J'étais mais stoppée, à l'arrêt. Donc pas bien du tout. Là, pour le coup, pas bien du tout. Donc il a fallu un peu de temps pour, s'en remettre, tu vois? En plus, c'était l'année, tu vois, 2020, donc c'était fin 2020 ça. J'avais passé l'étape covid moi, en étant, faisant partie des fameuses, personnes avec des comorbidités, Mmh. puisque j'étais, avec des maladies auto-immunes, des traitements et cetera et ben, voilà, je me suis retrouvée complètement stoppée. C'était la première fois, en fait, que j'étais en arrêt de travail et tout. Bon, j'ai réussi à reprendre, le dosage s'est plutôt bien passé après au fur et à mesure et puis, c'est une maladie qui est plutôt stabilisée aujourd'hui. Il reste un nodule, tu vois, au niveau de la thyroïde que je surveille, mais, elle me laisse plutôt tranquille, celle-ci. Tu vois? Donc ça, c'était 2020. Bon, donc, je continue. Alors au fur et à mesure, je recommence à avoir des douleurs, moi, au niveau de la spondyle. Je sens, que j'échappe, comme disent les médecins, au traitement. J'ai des périodes comme ça où, ben, ça revient, donc on a démarré assez rapidement les biothérapies avec le rhumato. Échapper au Ouais. traitement, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire? Alors ça veut dire en fait que, tu vois, par exemple pour les anti-inflammatoires, bah, ça a bien fonctionné pendant 1 an et demi, à peu près et puis après les crises commencent à revenir. Alors au départ, c'est des douleurs, voilà, un peu je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça» et puis après c'est carrément des crises où, par exemple, je vais être réveillée à 5 heures du matin. Je peux plus bouger ou quasiment plus. Je mets du temps à me déverrouiller le matin. Ça m'arrive d'avoir des moments où j'ai même du mal à mettre mes chaussures, en fait. C'est mon mari qui va m'aider à mettre mes chaussures, mes pieds sont beaucoup trop loin. Oui. Le sol est beaucoup trop bas pour moi. Tu vois, ce genre de choses et là, bon, on se dit, qu'il y a quelque chose qui va pas donc assez rapidement, j'ai rendez-vous, avec le rhumato qui me propose en fait, ces traitements-là. Ce sont des injections, souvent c'est des seringues ou des stylos et sont des molécules, qu'on appelle biothérapie et ce sont des immunosuppresseurs. Donc il y a quand même une surveillance très particulière quand on commence ces traitements-là. La fièvre, l'état de santé, voilà, on sait qu'il faut faire attention. Donc tu vois des périodes comme ça, moi en tout là, je suis à ma 5e biothérapie. Je suis quasiment à la fin là, Mmh. tu vois? Il me reste un traitement je crois, à tester, mais que j'ai pas trop envie de tester là. Donc là, à l'époque, ben, tu vois, on est en 2022, j'ai déjà, testé, une biothérapie assez longtemps et ben, j'échappe, voilà, je recommence à avoir des crises assez importantes au niveau des genoux, au niveau du coude. Tu vois, ça diffuse un peu Mmh. en périphérique et donc on se dit: «Bon, on change de biothérapie. Il faut qu'on change de molécule». On arrête à l'époque, c'était des anti-TNF.
on passe sur autre chose. Donc je démarre, une autre, thérapie et 2022, donc 2 ans après, hop, cascade de pathologies, c'est parti, je déclenche un psoriasis, mais un psoriasis, hyper sévère. Alors quand je te dis sévère, c'est à peu près 80 du corps, recouvert et c'est, ce qu'on appelle un psoriasis paradoxal. Alors attention, encore un nom scientifique. En gros, c'est une réaction à la nouvelle biothérapie que j'ai démarrée, qui s'appelait Lulio à l'époque et mon corps, en gros, réagit et sort un psoriasis, donc une maladie inflammatoire de la peau, mais à 80 quoi. Atteinte à 80, donc je finis hospitalisée. Vraiment, les cheveux, 80 du corps, quoi. J'en avais vraiment partout. Alors le psoriasis, c'est très particulier parce que c'est douloureux parce que ça brûle un peu, ça gratte, ça démange, c'est hyper agaçant et surtout c'est visible. Et là, par rapport à la spondylarthrite ou au bases-dos où tu vois, j'étais plutôt confort moi dans mes petites maladies invisibles. Si j'ai pas envie d'en parler, ben j'en parle pas, ça se voit pas. Donc on est bien. Par contre, le psoriasis, ça se voit et ça se voit. Moi, j'ai carrément eu des pelades un peu, tu vois, des Mmh. trous au niveau des cheveux, quoi. Enfin, c'était, assez dur à vivre, hein. Là, le truc, le coup du psoriasis, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie?» Bien sûr, on était à 6 mois de mon mariage, hein, sinon ça serait pas drôle, hein. Tu te doutes bien. Mmh. Tu te dis: «Waouh, la robe, mais qu'est-ce que ça va être, le truc?» Là, j'ai été hospitalisée, j'ai été prise en charge par une super équipe et on a fait ce qu'on appelle du weight strapping. Alors, en fait, tu es momifié, hein, on te met de la pommade à base de cortisone, partout, des bandages et puis, comme ça toute la journée pour traiter toute la peau, quoi. Donc c'est une maladie que je connaissais pas non plus. Je me demandais un peu ce qui m'arrivait là et là, pour le coup, les équipes, hospitalières m'ont expliqué que c'était très souvent lié à la spondylarthrite. C'était pas rare d'avoir un psoriasis, associé à une spondylarthrite. Ça pouvait même être un rhumatisme psoriasique, ça s'appelle, voilà et que c'est des maladies souvent qui fonctionnent ensemble et que, le médicament avait effectivement déclenché le psoriasis mais que il était là en fait, il était, là, dans mon corps en fait, voilà et que ce médicament l'avait déclenché, qu'on allait bien sûr changer de médicament, donc on arrêtait cette biothérapie, on allait en trouver une autre, mais que, il y avait des chances que le psoriasis reste, mais alors avec, beaucoup moins d'impact. Donc bon, la nouvelle était un peu dure. Là, j'étais un peu en colère, je t'avoue. Sur cette annonce-là, c'était un peu plus de la colère, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? De la colère contre quoi? Ben, alors, de la colère, j'ai peut-être été un peu en colère contre, les médecins ou en tout cas la personne qui me l'a dit. Je pense qu'elle avait absolument rien fait, mais il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne et puis après de la colère, tu sais, même pas vraiment ciblée, un espèce de sentiment d'injustice. Donc je me suis dit: «Mais attends, mais pourquoi? Enfin 3, pourquoi 3 quand même? Ça fait un peu beaucoup», tu vois? En me disant: «Mais comment je vais me sortir de ça, quoi?» Donc je me suis posée et je me suis dit: «OK, OK, de toute façon, c'est là, donc tu vas t'en sortir. Dans tous les cas, tu vas t'en sortir parce que tu t'en es toujours sorti». Donc on m'a proposé un nouveau traitement, le méthotrexate, qui est, une sorte de chimio, en fait, et qui permet d'apaiser, le psoriasis et pas mal de crèmes, de choses à mettre, comme ça tous les jours, ce que j'ai fait et effectivement, maintenant le psoriasis, c'est ce qu'on appelle un psoriasis palmoplantaire, donc j'ai des atteintes au niveau des mains et des pieds uniquement. Alors ça peut être hyper handicapant quand c'est les pieds, mais c'est un peu, tu vois, la maladie qui va me permettre de voir dans quel état je suis. C'est-à-dire que Mmh. quand je suis fatiguée ou trop stressée ou pas bien, je suis sûre que le pso va se réveiller. Tu vois? Maintenant je me dis: «Bon, OK, toi tu me préviens quand ça va pas». C'est un peu je les appelle mes colocataires moi, tu vois? Et du coup le pso, c'est mon colocataire qui me tu vois, c'est mon warning quoi, qui me dit: «Attention, là tu te reposes, si tu avais plein de trucs de prévus, revois un peu ta copie, tu as besoin de te poser», tu vois? Donc le psoriasis, voilà, 2022. Donc je me suis dit: «Bon, OK, allez, c'est d'accord. On prend le méthotrexate». Ce qu'il y a, c'est que le méthotrexate n'était pas suffisant pour la spondylarthrite, donc il a fallu rajouter une autre biothérapie. Alors je t'avoue que j'ai mis du temps à l'accepter celle-là. Tu vois, on a beaucoup discuté. Pourquoi? En fait, comme c'était quand même une biothérapie qui avait déclenché le psoriasis, paradoxal, je me suis dit, «Je vais regarder les effets secondaires, des prochaines, quoi» et sur les prochaines, il y avait un risque au niveau intestinal. Ah non. Ah je me suis dit: «Ah là là, je vais enfin»
je vais déclencher un truc, une Mickey, tout ça, donc j'avais super peur. Donc j'ai décidé de refuser. C'est la première fois que je m'opposais à mon rhumato, tu vois? Et je lui disais: «Ben, non, moi je vais gérer mes douleurs seule, je vais pas reprendre une biothérapie parce que j'ai peur. J'ai peur de refaire un effet, comme ça, paradoxal et cetera». Donc pendant un an, ben, je suis restée avec mon méthotrexate, mais je t'avoue que les crises étaient quand même importantes. On en a discuté avec mon mari. Je voyais bien que ça devenait vraiment compliqué, quoi. Au quotidien, ça devenait compliqué. J'avais même du mal à porter les courses, en fait, tu vois? Ça devenait vraiment handicapant. Donc mon rhumato, m'a écoutée, m'a fait faire pas mal d'examens avant de démarrer, la biothérapie pour être sûr qu'il y avait, aucun risque, au niveau gastro. Ce qu'on a fait, tout était, feu vert, tout était bien et donc j'ai démarré une nouvelle biothérapie et là, on est sur des anti-IL-17. C'était carrément encore autre chose que les anti-TNF, rien à voir avec les premières biothérapies. Une autre sorte de traitement et l'objectif, ben, c'était, vraiment, bah, de calmer ces crises de douleur, quoi. Et est-ce que ça t'a calmé? Ça m'a calmée pendant un an. Et et malheureusement, ben, on a de nouveau, changé. Là, je fais partie maintenant d'une étude clinique depuis, le début de l'année 2025, tu vois? Et je suis sur un nouveau traitement parce que, ben, encore une fois, la maladie a évolué et cetera et il a fallu changer. Donc là, je suis à la Mmh. 5e, je la supporte plutôt bien. J'ai fait les effets secondaires, de départ, tu vois? Les petits trucs, Mmh. sympas. Je la supporte plutôt bien, mais là, voilà, j'ai de nouveau des douleurs depuis un mois et demi, donc de nouveau des rendez-vous chez le kiné, 2 par semaine, pour la spondie, pour essayer Mmh. d'empêcher les ankyloses. Je suis pas sûre que, je puisse, garder ce traitement-là, très longtemps, tu vois? Et puis entre-temps, ben, en 2024, parce que tous les 2 ans, voilà, j'ai toujours ma petite, une livraison et la nouvelle livraison de 2024, c'était donc endométriose adénomiose. Alors là, je suis restée, scotchée. Alors, je m'y attendais, mais pas du tout. En fait, dans ma tête, l'endométriose, on était vraiment sur une pathologie, alors je sais pas pourquoi, hein, qui touchait plutôt, enfin, qui était diagnostiquée plutôt chez les jeunes femmes, qui avait une incidence sur la fertilité, tu vois? Mmh. Et des jeunes femmes qui avaient des douleurs, énormes pendant leurs règles et ce, depuis le début, tu vois? Depuis le début de leurs règles. Alors moi, avec mes 2 enfants, j'ai accouché 2 fois, tu vois? Alors oui, là, je commençais à avoir des douleurs assez importantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été consulter, une sage-femme qui m'a tout de suite dirigée vers un échographe, spécialisé. Mais alors, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça et quand cet échographe me dit: «Ben là, à ce que je vois à l'échographie, il va falloir faire une IRM parce que quand même, je vois vraiment de l'adénomiose et de l'endométriose avec une atteinte hyper importante au niveau de l'ovaire droit, au niveau, gastro aussi». Enfin, je j'ai pas pu en plus, ce pauvre échographe qui était super sympa, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire: «Mais vous rigolez ou quoi? C'est une blague? Elle est où la caméra? Enfin, c'est pas possible, quoi». L'endométriose, je pense qu'on se représente ce que c'est. Donc, c'est ton endomètre, en fait, qui se développe en dehors de là où il devrait se développer. Donc, pas uniquement dans ta paroi C'est ça. utérine, mais qui va toucher d'autres organes, type les ovaires. Mais ça peut également aller jusqu'aux intestins, même remonter jusqu'aux Oui. poumons, dans certains cas. Et l'adénomiose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la même chose, mais c'est intra-utérin. En fait, Ah, c'est ouais, je ne savais pas. en fait, c'est exactement la même chose, c'est, sauf qu'on lui donne un autre nom. C'est que l'endomètre, reste et fait des adhérences au sein de l'utérus. Donc c'est Hmm. c'est la même, sauf qu'il y a intra et extra-utérin. Ok. Et donc là, ben, pareil, nouveau parcours de soins, nouveau, professionnel et pour le coup, pas dans le même établissement puisque, dans mon département, le centre, référent endométriose n'est pas porté par, l'hôpital où j'étais suivie, mais par, une clinique. Donc je découvre, cet environnement, je fais une IRM, qui est, très claire et qui montre, des adhérences, hyper importantes, ligamentaires, Hmm. ovariennes, enfin des trucs, voilà, qui expliquent quand même pas mal de choses au niveau de mes douleurs et puis au niveau aussi de mon ventre, ce ventre-là qui, des fois gonflait, j'ai l'impression je comprenais pas ce qui se passait. Je mettais un peu ça sur le dos des traitements, je t'avoue, je savais pas trop quoi en penser
Et puis, voilà, donc je me retrouve, dans ce parcours de soins avec des médecins qui sont pas forcément, au même endroit et là, on me propose donc un traitement, hormonal en plus de ce que je prends déjà, c'est-à-dire la biothérapie et le méthotrexate pour, en fait, stopper, l'évolution de la maladie, de l'endométriose et donc avec l'arrêt des règles et cetera. Bon, OK, moi je me dis: «C'est une pilule». En plus, c'était très particulier comme moment parce que, la gynéco, s'est cassé le pied au moment où on devait se voir, enfin et donc on a tout fait par téléphone. Je l'ai, jamais rencontré, enfin à ce moment-là, je l'avais pas, rencontré. Donc bon, OK, je reçois l'ordonnance, tout ça, ça paraît être, facile pour elle, enfin logique, voilà, c'est un traitement qu'elle est habituée à donner et donc je démarre et patatras, là par contre ça va pas du tout, quoi. Là, je suis en arrêt, très peu de temps, après, genre, 1 mois et demi. Et alors je fais, la totale, quoi. Je dors plus la nuit, j'ai des coups de déprime, mais énormes, chose qui me ressemble pas vraiment. Il y a plus rien qui va. Voilà, il y a vraiment plus rien qui va. Les hormones. Ah ouais, mais alors la violence du truc, quoi. Je me dis: «Bon, non, là, ça va pas du tout». Je la vois en octobre et je lui dis: «Là, je me reconnais pas, quoi. Enfin, j'ai envie de pleurer tout le temps, au secours» et elle me dit: «Mais c'est normal, vous allez, mettre un peu de temps. Il faut 3 à 6 mois, hein, pour s'adapter à ce traitement-là. Vraiment, ça vaut le coup, il faut tenir le coup». Bon, OK, je me rappelle très bien parce que c'était le 18 octobre 2024 et elle me dit en même temps: «Mais vous savez, faut quand même vous rendre compte que vous avez 4 maladies. Va falloir prioriser votre santé. Le travail, c'est plus possible de continuer comme ça. Va vraiment falloir revoir les priorités». Et puis c'est la première fois qu'un médecin me dit que ma vie professionnelle alors effectivement, alors j'avais quand même réduit déjà un peu mon temps là à 80 mais qui était très, très riche puisque, j'étais là, directrice des fonctions support, à l'HAD, donc je manageais des équipes, tu vois? Des gestions de projets, des gros projets. J'adorais mon poste, mais ça me prenait effectivement du temps, de l'énergie et là, elle me dit de but en blanc que c'est fini, quoi. C'est plus possible. En fait, mon état de santé n'est plus compatible avec, ma vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Et alors moi, tu sais, je fais partie de la génération un peu, xennials là, ceux qui sont entre les 2. C'est-à-dire on a à la fois, on a été éduqués à travailler avec une conscience professionnelle hyper importante, à tout donner pour les entreprises et puis à la fois, bah, on se rend compte qu'on va peut-être pas s'épuiser jusqu'à la retraite, tu vois? On est un peu entre les 2 nous là. Et moi, je m'étais jamais vraiment posé la question et puis surtout, j'étais, pas du tout en mode, je vais plus pouvoir faire mon métier. J'en Mmh. étais pas là, en fait. Donc c'est pour ça que son annonce a été hyper violente pour moi, mais en même temps, maintenant avec du recul, bah, heureusement qu'elle me l'a dit parce que c'était hyper vrai, en fait, tu vois? Je me rendais pas compte. J'étais un peu encore dans le déni. Ça a été hyper dur à entendre, mais je me suis dit: «Mais elle a raison, en fait. Elle a raison, il Mmh. va falloir que je trouve autre chose». Il va falloir que je bouge un peu les lignes, que je sorte de ma zone de confort et que je vois les choses différemment, en fait. Je peux pas continuer comme ça, à avoir des diagnostics tous les 2 ans, continuer à avoir un travail, hyper, prenant. Alors certes, je l'adore, mais maintenant il faut se rendre compte un peu des choses, quoi. Et sur justement toutes les choses que tu as expérimentées, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont soulagée? Oui, tu vois, par exemple, quand j'ai des crises de douleur importantes, moi, c'est vrai que l'hypnose m'aide à prendre énormément de recul sur la douleur parce que en fait, on est un peu câblé à prendre du recul sur la douleur. Enfin, je sais pas à toi, mais moi, ça fait tellement d'années que je vis avec des douleurs un peu partout, un peu diffuses, où je me pose même la question de savoir s'il y a des moments où j'ai pas mal quelque part, que en fait, ça fait partie de ma vie. Mais il y a des moments, en fonction de mon état de fatigue ou du niveau de douleur, où c'est plus trop gérable honnêtement. Tu vois, ça prend trop de place dans ma tête, j'en perds mon sourire et du coup, je me dis: «Beh, là, j'ai besoin d'aide» et Mmh. là, l'hypnose m'aide énormément. Moi, ça m'a vraiment, apporté beaucoup. Là, c'est une amie, en fait, qui m'a fait découvrir, qui est hypnothérapeute, qui m'a fait découvrir, cette pratique-là et elle m'a donné une audio, en fait, que je peux écouter, de temps en temps pour me remettre un peu en condition. Mmh. Ça me fait beaucoup de bien. Après, j'ai essayé la méditation, je sais que ça aide beaucoup de gens, mais moi, je suis pas très douée. J'ai toujours, plein de trucs qui me viennent en tête. Du coup, je me suis dit que c'était pas forcément, fait pour moi. Tu vois, j'ai du mal à poser, mes pensées. Après, le reiki, j'ai essayé le magnétisme, plein de choses, hein, le yoga, enfin
Moi, c'est des choses qui m'apportent, mais je pense que le mieux, c'est vraiment de tester. Tu vois? Mmh. Que chacun Ouais, ouais. trouve ce qu'il y a de mieux pour lui. Il y a pas Je suis pas sûre qu'il y ait de miracle, mais en tout cas, il y a des choses qui sont plus adaptées, pour certains, que pour d'autres, quoi. Oui, non, bien sûr. Et je trouve que c'est cool de se dire qu'on peut tester des choses parce que souvent, quand on a un diagnostic qui tombe ou des symptômes un peu intrusifs, on a tendance à se dire il faut que je me protège Oui, et à plus rien faire. Et en fait, le mouvement, c'est à la fois un moyen de se réapproprier son corps dans un contexte où c'est compliqué quand même, ouais. quand on a une mauvaise nouvelle. Mmh. Et aussi, bah, le mouvement, ça peut faire du bien quand il est bien pratiqué. Donc l'idée, c'est pas de courir un marathon quand on a des douleurs articulaires, mais C'est peut-être de ça, faire des choses plus douces tout à qui fait. permettent de consolider la motricité. Exactement, exactement. C'est pour ça que moi, là, pour l'instant, le yoga me convient bien. J'ai trouvé aussi, tu vois, j'ai été hyper, il y a quelques années, là, quand je me suis rendu compte que je pouvais plus faire de vélo. Parce qu'en fait, la position sur un vélo où tu es un peu en avant, et ben, elle est pas du tout, confortable quand on a une spondylarthrite. Donc du coup, j'ai trouvé sur le Bon Coin, enfin, tu vois, un vélo, d'appartement, mais où tu es assis, droit, comme si tu étais sur une chaise et le pédalier est devant. Et en fait, c'est top et du coup, je refais du vélo, avec ce vélo-là et avec mon mari, on est en train de voir parce qu'il existe des tandems comme ça, je sais pas si tu as déjà vu, où, il y a une personne qui est assise, vraiment droite avec le pédalier Mm. devant, un peu assis, pas couché, mais assis, les pédales Mm. devant et l'autre qui est en position vélo, normale, Trop bien. tu vois? Donc en fait, il y a des solutions. Le truc, c'est, de toujours se dire qu'il y a des solutions. En fait, moi, c'est vraiment ça. Alors, je dis ça, je suis pas, en mode, optimisme, bisounours, mais je pense quand même que, l'optimisme, il supprime pas les douleurs, mais quand même, on traverse les choses différemment. Si on se dit qu'il y a une solution. Alors, il y a des jours, ben, c'est pas possible. Il y a des émotions, qui sont hyper compliquées à gérer. Moi, il y a des jours, je suis triste, en fait, ou je suis en colère. Mais je pense que c'est normal, que ça fait partie de la maladie, parce que ça reste quand même quelque chose de très, très lourd à vivre. Mais à chaque fois, j'ai quand même trouvé la lumière, derrière et j'ai quand même trouvé la solution à certains problèmes, que ce soit du quotidien comme le vélo ou des problèmes plus importants comme le travail. Où là, je te disais, ben, en gros, en juin, je me suis rendu compte que, ben, mon poste de directrice, pardon, ben, c'est plus possible, c'est fini. Le management, bah, c'est fini parce que manager une équipe quand on travaille à 50 c'est pas terrible ni pour l'équipe ni pour le manager d'ailleurs et du coup, ben, voilà, je me suis dit: «OK, donc ça, c'est plus possible». C'est un vrai renoncement parce que moi, j'aime ça, travailler avec les gens et je me suis dit: «Mais en fait, OK, ce que tu aimes dans le management, c'est travailler avec les gens. Mais je peux encore travailler avec les gens, mais juste je vais travailler différemment et qu'est-ce que je peux leur apporter?» Et là, j'ai découvert ce fameux, diplôme universitaire de patient partenaire. Ouais. Avant de partir sur le Ouais. diplôme de patient partenaire, effectivement, ce que tu dis enfin, de trouver une forme d'optimisme et de continuer à tester, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que on a un privilège de pouvoir le faire. C'est une charge mentale. Mmh. Et parfois, quand on est confronté à la maladie, bah, c'est difficile en fait de se libérer du temps pour dire qu'est-ce que je vais créer avec elle, Ouais. alors qu'on est un peu sous la chape de tout ça. Il y a parfois certaines personnes qui sont peut-être pas entourées. Ton mari, il a l'air d'être proactif aussi Mmh. pour dire mais génial ce tandem. Mais voilà, faut pouvoir le faire. Et après, Mmh. il y a aussi quelque chose, une stabilité financière, de Exactement. pouvoir se dire je vais tester des choses. Ouais, tout à fait. Le côté financier, il est, hyper important et je m'en suis rendu compte parce que, tu vois, moi, je peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées et en fait, toutes ces choses dont on a parlé là, l'hypnose, le reiki, tout ça, bah, ça a un coût. Tu vois, en 8 ans, ben, j'ai essayé plusieurs, choses au fur et Mm. à mesure, mais concrètement, c'est clair que c'est pas possible d'essayer enfin, à moins d'avoir des moyens, Mm. importants, c'est pas possible de tester tout ça, d'un coup et ça prend du temps et de l'argent et Ouais. effectivement, ça prend beaucoup d'argent. Tu vois, le vélo là, bah, Le Bon Coin, je l'ai cherché pendant longtemps parce que neuf, c'est hors de prix. Voilà, sur Le Bon Coin, 40 €, bah, j'étais contente, quoi. Les proches, bah, je suis d'accord avec toi parce que moi, je pense que mes proches ont avancé en même temps que moi. Au tout départ, quand j'avais que la spondylarthrite, donc qui était invisible, je pense que je l'ai minimisé et je l'ai minimisé dans mes mots et du coup, dans ma famille, on l'a minimisé aussi. Ça avait pas Oui. vraiment de place, en fait, tu vois? Les maladies n'avaient pas de place
Et puis, c'est au fur et à mesure que j'ai donc eu ces diagnostics qu'on a avancé tous ensemble. Je pense qu'au fur et à mesure, moi, j'ai laissé de la place aussi. Je leur ai laissé de la place. J'avais tendance à faire tous mes rendez-vous toute seule, à dire un peu ce que j'avais envie de dire. Pas toujours tout. Quand il y avait des trucs un peu inquiétants, j'avoue que je le disais pas forcément. Et puis, bah, ça, c'est pareil, c'est tout un chemin qui se fait, tout un parcours avec la famille où bah, on leur explique au fur et à mesure. Moi, mes enfants, je leur ai montré des vidéos. Mon dernier, là, qui a 9 ans, bah, lui, il avait besoin de comprendre chacune des maladies. Tu vois? Bien comprendre comment ça se passe. Où est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu peux mourir, maman? Tu vois? C'est vraiment, des questions qui m'ont posées. Alors ça a été vraiment progressif. Aujourd'hui, les maladies, elles sont présentes à la maison, mais tu vois, mon mari, souvent, il me dit, que c'est pas quelque chose qui me définit en premier. Tu vois? Le fait d'être malade, c'est pas ce qui me définit. Ma fille qui a 16 ans, elle, quand je lui demande, quel impact ça a sur elle, en fait, mes maladies, elle me répond: «Bah, moi, j'en fais plus à la maison que les autres, hein». Je dis: «Ah bon?» Elle me dit: «Bah oui, parce que quand t'es fatiguée, malade, tout ça, bah moi je débarrasse le lave-vaisselle, je fais à manger, tout ça». Je dis: «Ouais, c'est vrai», elle me dit: «Mais en même temps, du coup, je sais le faire. Tu vois? Pour la suite, maman, je sais le faire». Donc voilà l'impact, sur elle. Puis il y a quelques inquiétudes, des fois, quand je suis pas bien, ils aiment pas trop. Et puis mon fils de 9 ans, lui, il va plutôt, poser des questions. Alors il s'inquiète, tu vois? Par exemple, là, il y a la grippe en ce moment, tout ça. Mmh. Là, j'ai été enrhumée. Bon, tout de suite, c'est: «Maman, tu as la grippe?» parce que lui, il a dans sa tête, si j'ai la grippe, je meurs, tu vois? Il a bien compris le principe de l'immunosuppression. Donc je lui réexplique régulièrement, on prend le temps, je le rassure, beaucoup. Il est complètement conscient des maladies, que j'ai. Il voit assez facilement, quand j'ai mal quelque part, mais il est capable de me poser des questions. Tu vois? Il en parle, en fait. Julie et moi avons fait une petite pause durant l'échange. Je vous laisse donc avec la suite de l'épisode. Maintenant, j'ai 42 ans, j'ai vu que ça a fait énormément de bien à mes enfants que j'en parle et que je leur dise ce qui se passe. Pareil pour mes proches, hein, je parle de mes enfants, mes parents, mes frères, enfin, tu vois? Mais c'est voilà, quand Johanna expliquait qu'elle, au travail, c'était compliqué et qu'elle avait un travail justement, un métier à responsabilité, tout ça et que c'était compliqué pour elle, de le dire parce que ça représentait une fragilité, bah, effectivement, c'est une étape qui est hyper compliquée. Ouais, ouais, c'est marrant, ça fait écho, alors, c'est il y a un mois, j'ai publié l'épisode, avec Léa. Elle vit avec des douleurs chroniques, mais elle est en situation d'errance médicale, donc elle ne sait pas à quoi c'est dû. Et en fait, c'est rigolo, enfin c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans et Mmh. demi. Donc moi, 2e jour de travail, je dis à tout le monde, «Ah, bah, je lance un podcast sur l'expérience de la maladie et du handicap, j'ai une sclérose en plaques», tout ça. Bon, bref, tout le monde, m'accueille très bien et me dit: «Cool», et en fait, Léa, de fil en aiguille, moi je comprends qu'il y a quelque chose, mais je lui lance des perches. Je lui dis: «Tu parles d'une IRM, tout va bien». Donc elle me raconte l'IRM, mais elle m'explique pas pourquoi elle passe des IRM. Je sens des moments de fatigue et cetera. Je lui dis: «Je suis là», et elle saisit pas la perche. Et donc 2 ans plus tard, elle me rejoint, donc chez moi en Italie. On passe une soirée ensemble et là, elle me raconte tout et elle me dit: je veux venir dans ton podcast». Et je lui dis: «Mais les gens, avec lesquels on travaille vont comprendre que c'est toi, enfin clairement». Et en fait, il lui a fallu 2 ans, où elle a cheminé, et cetera. Mmh. Mais ça prend du temps. C'est juste pour dire ça, en fait. C'est que vu de l'extérieur, des personnes qui sont pas confrontées, à ce genre de situation peuvent se dire: «Bon, ça va, elle a qu'à le Ah dire ouais. qu'elle a cette maladie ou qu'elle a mal et puis on va l'écouter». Non, c'est vraiment super dur, en fait, et ça prend beaucoup de temps. Non, c'est clair, c'est hyper dur et tu vois, pourtant, moi, je suis dans un milieu, médical, du coup. Donc en fait, j'ai dit assez facilement, au travail, je crois, les maladies que j'avais, mais pour autant, j'ai beaucoup minimisé. C'est-à-dire que quand on me demande comment ça va, mais moi ça va toujours, tu vois? Mmh. Et en même temps, alors il y a des jours, j'ai pas envie de dire que ça va pas parce que j'ai pas envie, bah, que ça se sache déjà, tout simplement. Oui, c'est comme, Carole, c'est l'épisode 3, je crois. Sur la spondylaire très tranquillosante. Moi, j'ai travaillé 2 ans avec Carole. Je me disais juste: «Carole est un animal sauvage», mais sans me l'expliquer.
Et pareil, personne dans le cabinet ne savait. Elle a témoigné. Donc, des gens qui ont un peu de suite dans les idées ont compris que c'était elle et ont compris le lien puisqu'elle a témoigné sous son vrai prénom, sans mentionner le nom du cabinet, etc. Mais nos collègues communs ont dû comprendre. Et en fait, elle ne disait rien et elle souffrait. Et quelque part dans l'épisode, je pense qu'elle souffrait. Elle exprime le fait qu'elle souffrait que les gens ne fassent pas preuve d'empathie ou ne soient pas plus compréhensifs et ne creusent pas. Malheureusement, les gens qui font preuve de cette empathie-là sont rares. Et c'est plus simple de se dire cette personne, ouais, j'ai un peu la flemme de lui parler, alors que en fait, elle a mal. Et c'est pour ça Ouais, aussi. ouais, j'ai écouté aussi Carole et effectivement, elle est vraiment dans le combat et tout. Moi, j'étais plus alors moi, il y en a beaucoup qui ont été surpris apparemment quand j'étais en arrêt. Effectivement, j'avais tendance à alors, excepté les collègues, proches avec qui je travaillais souvent, qui étaient au courant, des pathologies, les autres, effectivement, je le criais pas, hein. Mm. «Salut, ça va? Bah, j'ai 4 pathologies». Bon, non. Tu vois? C'est pas comme ça que je me définissais, ni aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, moi, j'avais tendance à le cacher, mais pas en me mettant, de côté, plutôt en étant, plutôt souriante. Enfin, moi, j'ai en fait, j'aime les gens, tu vois? En fait Mm. en fait, j'aime le contact, l'échange et tout. J'aime vraiment discuter, apprendre des autres et effectivement, ça se voit pas forcément sur moi et j'ai pas forcément envie d'en parler. Ça m'arrive encore, mais bon, maintenant, là, j'ai envie de te dire, en passant un DU patient expert, que j'ai envie d'en parler ou pas, ça y est, ça se sait, quoi. Et je me sens plutôt bien avec ça. Tu vois, j'ai toujours eu, des peurs, des choses comme ça avec tous ces diagnostics, mais je m'en suis toujours sortie et là, je me dis: en fait, c'est pareil. Là, je suis à l'étape où maintenant, on le dit, on en fait quelque chose et plus je me traiterai bien, plus j'irai bien et donc en disant les choses et en étant, moi, c'est-à-dire, Julie, une maman, malade, avec, une vie hyper, riche, de rencontres, de découvertes, voilà, je me sens bien dans mes baskets et c'est pour ça, Johanna, j'espère, que depuis, elle a réussi, à en parler, au travail et à dire qui elle était, en fait, tu vois? Et Faudrait que je lui demande. ah ouais, faudrait que tu lui demandes. Ça m'intéresserait de savoir si elle a passé le cap. Du coup, on a fait une très longue digression que j'ai initiée. Mais revenons à ta décision de commencer un DU de patiente experte. Ouais, alors en fait, alors déjà, j'ai découvert l'existence, moi, de ce DU en échangeant avec, ma psychologue, qui est un peu ma coach, en fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure, des gens qui nous aident, mais il y a les kinés, les psychos, tout ça. Enfin, moi, la psycho, elle est vraiment, hyper importante pour moi. C'est un peu ma coach, en fait. Et quand elle m'a parlé de ce type de diplôme universitaire, je me suis dit: «Oh chouette, je vais aller regarder» et effectivement, en tout cas en France, il y a plusieurs, diplômes universitaires de, patients, alors qu'on va appeler patients partenaires et en fait, dans les patients partenaires, tu as plusieurs sortes de patients. Des patients experts qui vont plutôt faire de l'éducation thérapeutique, des patients formateurs, enfin, voilà, différents types, de profils ou de formations et je me suis dit: voilà, OK, tu peux pas reprendre ton poste, ça va être dur de reprendre à travailler, il faut que tu aies un autre projet. Il faut que j'ai quelque chose en ligne de mire, j'ai besoin en fait d'avoir un projet. J'ai 42 ans, je peux pas me dire: «Je vais bosser toute ma vie à 50 et puis voilà». Donc j'ai postulé, j'ai candidaté et tout. Alors moi, j'ai jamais été à l'université donc je me suis dit: «Waouh, super, allez, je vais aller à la fac, à 42 ans, c'est parti». J'ai postulé dans plusieurs, diplômes et puis en fait, celui vraiment qui a retenu mon attention, c'est celui de Bordeaux. Donc c'est un diplôme universitaire qui nous permet de faire de l'éducation thérapeutique, donc du patient. Ça veut dire vraiment accompagner les patients, dans leur maladie, échanger, mener des ateliers, mais aussi former des professionnels de santé, que ce soit en formation initiale, donc à la fac, hein, les étudiants, en médecine, en pharmacie ou même, en IFSI, les infirmiers, les ergos, enfin voilà, des métiers comme ça. Ou, pendant leur, en formation continue des professionnels qui sont déjà, installés depuis longtemps. Donc je me suis dit: «Waouh, c'est super chouette». Ça veut dire qu'on peut, à la fois, échanger avec des patients,
peut-être, leur témoigner, notre parcours, leur donner des idées ou autres, en tout cas leur permettre de s'exprimer et aussi, travailler avec des professionnels de santé et pour le coup qui sont pour la plupart, hyper, demandeurs de ça. D'avoir des retours d'expérience de patients. Comment ça se passe? Comment tu la vis ta maladie? Une fois qu'on t'a donné ton diagnostic et que tu prends tes traitements, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Alors c'était pas le plus simple, hein, Bordeaux, c'est, hyper loin, je prends le train, l'hôtel, le truc. Alors il y a des fois quand j'ai mal, je te jure, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais, Julie?» Mais finalement, je regrette pas du tout parce que je rencontre, d'autres patients, donc on est 14 dans cette promotion, qui ont des parcours, tous, hyper différents du mien. Mais quelque part quand même, on a quand même pas mal de similitudes sur la partie errance, sur la partie annonce, sur la partie, donner du sens, tu vois? Alors il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont été greffés, il y a des gens enfin, on a vraiment, plusieurs, types, de pathologies et je me rends compte que, il y a un vrai besoin. En fait, en échangeant avec des professionnels de santé, il y en a beaucoup qui m'ont dit que le manque qu'ils avaient pu avoir, pendant leurs études, bah, c'est en fait la communication avec le patient. Le côté gestion des émotions. Bah, ouais, parce qu'en fait, quand tu sors, de la fac, que tu es jeune médecin, par exemple, bah, OK, tu as toute ta technicité, médicale que d'ailleurs, heureusement qu'ils ont parce que nous, on l'a pas. Mais par contre, quand tu as, 28 ans, 29 ans et que tu te retrouves face à un patient qui va pas bien, qui est triste, qui pleure, qui est inquiet, mais ça, c'est hyper dur, en fait, pour eux, de la même manière. Cette relation aussi, tripartite, tu sais, entre le soignant, le patient et sa famille, son aidant. Mais quand tu as une trentaine d'années, c'est super dur. Et en fait, ces jeunes-là on rencontre du coup dans le cadre du DU, ils sont hyper attentifs. Ils ont plein de questions à nous poser sur mais comment on aborde, quelqu'un qui a très mal et qu'on n'arrive pas à soulager de suite? Comment on aborde, la colère d'un patient? Comment on rassure un patient? Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là qui nous posent et ils sont hyper intéressés par tout ça et je me rends compte que les professionnels, de santé, qui sont plus étudiants mais installés, bah, ils ont aussi beaucoup d'attentes sur la communication patient. Parce qu'en fait, c'est pas inné, c'est pas si facile que ça de parler à quelqu'un qui est malade et qui va pas bien. Bah non. Et c'est pas si facile que ça de prendre en charge un patient qui est chronique parce que par définition, bah, c'est pas quelqu'un qui va guérir. Et Mmh. quand on est soignant, bah, notre but, c'est quoi? C'est de soigner, c'est de guérir. Et en fait, là, on est face à quelqu'un qui ne guérira pas, qu'on peut aider et qui il y a la question de la non-curabilité qui est quand même très compliquée aussi pour eux, finalement. Et donc, voilà, je me suis dit: «Ben, il y a vraiment un truc à faire». Je pense que les professionnels de santé, sont en attente d'expériences patients, vraiment de retours comme ça et d'aide, tu vois? Un peu de Mmh. médiation, avec leurs patients et puis les patients sont en attente, de patients, experts qui pourraient, animer des ateliers. Donc moi, je vois ça vraiment comme du partenariat, de la collabora moi, mon but, c'est ça, c'est vraiment, de collaborer avec les professionnels de santé. La manière dont je perçois les choses, c'est que les études de médecine, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Tu te retrouves très jeune, Ouais. parachuté à l'hôpital à faire des gardes. Mmh. Donc, tu as une vingtaine d'années, tu te retrouves face à des situations qui sont très violentes, Tout à fait. que tu n'as pas les armes pour comprendre, affronter, etc. Il n'y a pas de formation pour l'instant, peu ou pas de formation qui est dispensée pour justement intégrer cette part d'émotion et d'humanité qui est propre en fait à la gestion de ces situations et qu'on ressentirait toutes et tous. Et finalement, comme tu le dis, tu te retrouves professionnel avec des responsabilités, des connaissances super élevées très jeune. Et je pense que la plupart des médecins ont... Comment on appelle ce terme Ce sont... on crée une armure. Tu es obligé, en fait, quand tu vois des situations aussi difficiles. Et effectivement, je pense que ça rompt la communication. En face, en tant que patient, il y a tout un process, comme on l'a déjà dit dans l'épisode, de comprendre ce qui t'arrive. Parfois, il y a des questions que tu n'oses pas poser à Mmh. ton médecin, qui sont bêtes, entre guillemets, et qui ne le sont pas du tout, et qui prennent de l'espace mental. Et donc, effectivement, ce système de patient expert est ultra nécessaire. C'est quoi les perspectives, du coup, que tu aimerais développer une fois que tu auras terminé ton DU? Quelles sont, justement, les opportunités que tu aurais pour intervenir? En termes d'opportunités, moi, alors j'ai ce double profil, en fait, parce que tu vois, les professionnels de santé, du coup, je les connais. Je vois, les besoins qu'ils peuvent, avoir
Et du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même la partie, formation des professionnels de santé, en communication patient ou en gestion, de conflits non médicaux, hein, je parle, hein, parce que là, niveau sinon voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et qui peuvent intéresser aussi, éventuellement, mon employeur actuel. J'ai aussi des demandes concernant l'éducation thérapeutique, donc là, plutôt à l'hôpital, où en fait, il y a déjà des programmes en place, par exemple, sur la rhumatologie ou sur la dermatologie. Mais à ce jour, ces programmes, sont portés, par des professionnels de santé uniquement. Donc l'idée, ce serait de voir si, ça pourrait, aider les groupes d'avoir un patient partenaire, en fait, d'avoir vraiment ce binôme de soignants qui maîtrisent parfaitement la maladie, et ses enjeux ainsi que les traitements qui vont avec et puis ce patient, bah, qui la vit et qui, voit les choses un peu différemment. Je pense que ça peut faire des binômes intéressants. Donc il y a vraiment, ces deux parties-là. Puis après, ce que peut permettre aussi le DU, c'est ce qu'on appelle la conférence, le partage, le témoignage. Donc là, on est plutôt sur du grand public où, l'idée, c'est, d'aider en fait, d'aider les gens, qui vivent, avec des maladies, chroniques, donc il y en a beaucoup, à, faire un pas de côté et à voir un peu, comment, on peut, faire, avec ces maladies-là. J'avoue que j'ai pas, je suis encore un peu moi dans le syndrome de l'imposteur là, tu vois? Quand, je me dis, «Qu'est-ce que ça donnerait d'aller faire, des conférences? Est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un?» Là, comme ça, je vois pas trop. Mais quand j'entends mes collègues du DU, on est tous un peu pareils à se dire: «Bah, ouais, on n'est pas trop légitime à faire ça. A priori, c'est plutôt normal». Ouais. Donc voilà, tu vois, j'ai pas, à aujourd'hui, là, je profite à fond de ce diplôme parce que, ça me permet de prendre beaucoup de recul en écoutant les histoires, de mes collègues de promo. Ça va m'aider beaucoup aussi à prendre du recul et de la distance par rapport à ma propre histoire, puisque l'objectif, c'est de pouvoir en parler sans, être trop dans l'émotion, sans être trop, dedans. Donc ce qui est pas forcément simple et l'objectif, nous, c'est de faire ce qu'on appelle une fiche identitaire. Donc en fin d'année, là, on doit remettre un document, écrit de minimum 25 pages et le thème, bah, c'est moi. J'ai dit: «Ah ouais? Ah ouais, comment ça 25 pages?» Tu vois? Donc ça va pas être évident, mais l'objectif, c'est ça, c'est d'être capable d'écrire, de prendre du recul, d'être authentique, d'être vrai avec soi-même et que ça puisse, servir à d'autres. Tu vois? C'est à la fois je pense que ZEU, je le fais à la fois pour moi, pour me dire: «Ben, OK, tu vas tu rebondis, tu fais quelque chose» et à la fois, pour les patients, pour les professionnels. Enfin voilà, je me dis qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a vraiment une communication des fois qui est à peine la bonne. Il y a des maladresses côté soignants. Je sais pourquoi, je vois pourquoi. Ils sont fatigués, des fois ils savent pas comment faire, ils ont voilà. Et puis côté patient, ben, des fois il y a peut-être trop d'attentes au niveau du soignant. Enfin voilà, il y a vraiment une relation qui est belle au départ et qu'il faut, je pense, accompagner dans certains cas. Donc là, tu es en plein processus, c'est pas terminé. Tu Non, suis ouais, ta formation, tu l'as commencé au mois de septembre, c'est donc ça. c'est encore un peu frais. Ouais. Est-ce que tu vois des changements dans ton rapport à toi-même, dans la perspective que tu as sur tes pathologies, je sais pas, ton Mmh. rapport au monde? Ouais. Parce que c'est un parcours qui est ultra intense sur le plan, humain. Est-ce que tu constates des choses? Alors oui, je vois de l'évolution sur mon rapport à mes maladies. Déjà, je nuance. J'ai appris enfin, je suis en train d'apprendre la nuance. Après, je vois que j'ai encore, pas mal de choses à travailler aussi, comme, l'acceptation, pas forcément des maladies. Je pense que ça, j'ai accepté, mais ce que j'avais pas vraiment, repéré, c'est que j'ai encore un problème un peu d'acceptation avec mon corps. D'ailleurs, je l'ai découvert parce qu'une de mes camarades, souffrait d'obésité et donc a un corps qui a changé énormément, qui a eu, des complications et cetera et en fait, ben, moi, finalement, ce corps, là où je parlais de maladies invisibles toujours et que je disais: «Bah, ça se voit pas», voilà, ben, en fait, mon corps, il a quand même, beaucoup changé. J'ai eu des traitements qui ont généré des pertes de poids, des prises de poids, beaucoup de fatigue. Tu vois, quand je regarde, des photos d'il y a 5, 6 ans, bah, j'ai vachement moins de cernes. Mon visage, il a changé, en fait, un peu, tu vois? La texture de mes cheveux a changé, enfin, voilà. En fait, j'ai changé. Mes maladies m'ont changé
et je pense que j'ai pas tout à fait, accepté le truc. Enfin, c'est même sûr que j'ai pas accepté le truc, ce changement, dans mon corps. L'endométriose qui fait gonfler mon ventre, ben ça, je le vis super mal. J'ai l'impression que je peux plus m'habiller. Enfin, tu vois, il y a toute cette partie finalement physique que j'avais pas, en fait, je pense que j'avais pas mesuré à quel point j'avais pas accepté le truc. C'est vraiment là-dessus que je travaille. Je m'en suis rendu compte grâce à, bah, donc à SDU. Voilà, parce qu'on parlait d'acceptation. Bah oui, moi j'ai accepté tout ça, mais en fait non, pas tant que ça, pas tout, pas du tout. Et du coup, ben voilà, j'ai commencé à faire, alors comme d'hab, hein, il faut que je trouve des solutions. Donc, je me suis dit: «Bon alors comment je vais faire? Tiens, ben je vais regarder c'est quoi la colorimétrie?» Mmh. Donc j'ai commencé à regarder ce que c'était, tu sais, en me disant: «Ah bah peut-être que si je porte telle ou telle couleur, ben ça pourra, me faire du bien. Ah bah il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur. Ah mais attends, mais comment on s'occupe des cheveux bouclés?» Tu vois? Je suis partie sur un truc comme ça et en me disant: «Ben, OK, là, tu as un truc à faire sur l'acceptation de toi» et donc bah, c'est ce que m'apporte ma collègue. J'en parle beaucoup avec elle, qui, donc je te dis, qui était obèse, qui est passée par un parcours de soins énorme, hyper culpabilisant et tout, qui aujourd'hui ne l'est plus, mais qui a réussi à accepter son corps en faisant de la photothérapie, par exemple. Je connaissais pas du tout. Alors là, alors moi, je suis pas prête, tu vois? C'est là que je vois que, bon, j'ai un peu de boulot, mais elle m'a montré des reportages photos, c'est énorme, en fait, ce qu'elle a fait. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très, très chouette. Tu connais? C'est le fait de te faire prendre en photo, c'est ça? Et Ouais, pour accepter ton corps et tout? ouais, Oui, jamais testé. Je pense que ce serait difficile, mais ouais, hein. Ouais, ouais, je me rends compte, moi, que j'ai vraiment ça à bosser. Donc tu vois, ça c'est quelque chose que je pense, si j'avais pas fait SDU, bah, j'aurais pas vu. J'aurais continué à me voiler un peu la face, quoi. Et puis après, bah, sur le reste, je te dis, ouais, beaucoup d'évolution sur ma façon de voir les soignants, sur, ma façon de voir les patients, ma façon de voir un peu les maladies et de me dire: «Ben, en fait, on peut vraiment en faire quelque chose et je suis pas toute seule, quoi». oui, oui, carrément. C'est marrant, sur ce process, un peu, genre les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que là enfin, tu as décrit, sur tout cet épisode, un parcours d'acceptation qui est franchement honorable et le fait que tout d'un coup tu découvres que ton rapport au corps est compliqué, ouais, on a toujours des marges de progression et par exemple, j'ai proposé à une amie à moi de m'enregistrer sur, ce podcast. Bon, on l'a pas fait encore et je lui dis: «Mais surtout, ne parlons pas de ma sclérose en plaques, j'ai des problèmes d'anxiété» et je lui dis: «Parlons de mon anxiété». Et donc elle m'a dit: «Bah, ma première question sera: pourquoi est-ce que tu refuses de parler de ta sclérose en plaques alors que tu as une sclérose en plaques?» Et donc j'ai réfléchi pendant très longtemps et je ne trouvais pas la solution et finalement, c'est une conversation avec un ami qui m'a apporté la solution où, je lui disais: «Mais quand je vais pas bien, je m'isole parce que j'ai besoin de processer mes émotions et puis c'est pas intéressant d'interagir avec quelqu'un quand je vais pas bien, quand je suis dans le dur». Et il me disait: «Moi, je pense que c'est parce que tu te sens vulnérable, que t'as pas envie de montrer ta vulnérabilité, que t'as peur qu'on t'aime plus». Et je lui dis: pas du tout. C'est juste que si je parle de mes problèmes, ben, je vais pas être optimiste, je vais pas être positive alors que je suis quelqu'un de positif et optimiste et que, bah, les gens, ils vont trouver ça ennuyeux». Et là, je me suis arrêtée et je lui ai dit: «Hmm, t'as raison, en fait, j'ai peur qu'on m'aime plus». Ah mais je comprends complètement ça. Et donc, c'est marrant parce que, quand même, tout le process de ce podcast, c'est de dire il faut verbaliser les choses difficiles. On va Ouais. pas moins vous aimer si vous dites que vous avez une spondylarthrite ankylosante, une endométriose ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la vie. J'écoute des gens et je les vois se libérer en parlant. Et donc, moi, quand je décide de faire un épisode sur moi, je dis ne parlons pas de ma sclérose en Mmh. plaques parce que j'ai peur qu'on m'aime plus. Donc voilà, c'est juste pour dire que le déni existe. Ah mais tout à fait et tu vois là ce que tu viens de dire là, quand tu dis, «J'ai besoin d'être optimiste et de montrer que je suis optimiste, sinon je suis pas intéressante», mais ça moi, franchement, ça a duré pendant des années. Là, Mhm. c'est nouveau, je dirais, je sais pas, ça fait, quelques mois, peut-être 1 an, où, je suis capable de me dire: «Ben, c'est OK, en fait. Tu es triste, c'est OK», tu vois? Et tu sais que j'ai une de mes cousines qui me disait: «C'est fou, tu nous parles de trucs mais, hyper lourds, enfin, tu vois, de douleurs, d'étapes dans ma maladie qui ont été hyper compliquées, comme je parlerais de ce que j'ai mangé la veille, quoi, en étant tout le temps hyper souriante, machin». Est-ce que ça te le fait pas? Parce que moi, je sais que je réagis à retardement. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais bien. Mmh. Je suis là, genre, je gère. Mmh. Je donne le change aux autres. Oui. 2 jours plus tard, je m'écroule. Je pleure sans raison sur mon lit. Et je ne comprends pas à quoi c'est lié. Et c'est après mes amis qui me connaissent bien qui me disent: «Mais Julieta, ce ne serait pas en lien avec ce qui s'est passé il y a 2 jours
et qui semblait difficile et que tu as dit que tu gérais? Mais si, c'est exactement ça. Moi aussi, je mets du temps à, absorber, alors je sais pas si je mets du temps à absorber ou si c'est que le corps est hyper bien fait et qu'au moment où on apprend le truc, en fait, on n'est juste pas capable de le gérer. Moi, j'ai l'impression que ça sort quand je suis capable, de le gérer. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, je vais me prendre, je sais pas, un gros coup de bambou, je vais pas réagir du tout et 2 jours après, je peux être effondrée dans mon lit, mais en même temps, je sais que c'est le bon moment et que c'est maintenant qu'il faut le faire, tu vois? Et en fait, là, le gros travail que je fais avec ce DU-là, c'est d'accepter les émotions telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, le maître mot de ce DU, c'est l'authenticité. Si tu veux être un bon patient partenaire, bah, faut que tu sois authentique, quoi. Faut que tu sois capable de dire: «Bah, là ça va pas», ce qui est pas simple, hein. En fait, j'accueille ce qui se passe. Il y a des jours, ça va pas, c'est comme ça. Et ouais, je suis moins surveillante et ouais, j'ai moins envie de faire quelque chose et ouais, je suis peut-être un peu moins drôle que d'habitude, mais c'est comme ça. Et ça, c'est tout un truc, hein, c'est pas rien, hein, d'en arriver là, je trouve, hein. Mais de toute façon, je dirais, vu de l'extérieur, sans prendre en considération mon rapport à moi-même qui est très dans la performance, mais que quelqu'un qui va bien, c'est pas quelqu'un qui est up tout le temps. Ben non. D'ailleurs, c'est très angoissant, quelqu'un qui Ah va ouais. toujours très bien. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui va bien, c'est une personne qui est en paix avec le fait d'avoir des moments de down C'est ça. et qui va pas non plus passer comment dire, un temps incroyable à phagocyter son entourage, mais qui va juste dire là je me sens pas bien, je vais faire ce qui me soulage. Si je dois m'isoler, je m'isole. Si j'ai besoin d'aller voir mes amis, je vais voir mes amis, etc. Mais donc c'est effectivement avoir une communication oui, exprimer plus clairement ses émotions et C'est pas ça. sortir un énorme paquet tout d'un coup Mmh. de mal-être. Ouais, exactement. Et moi, plus j'avance, plus, je tends vers ça et plus je me sens, quand je te dis, tu sais, alignée, c'est vraiment ça, quoi. Je me sens moi. Je sais qu'il y a des moments, hyper compliqués, que j'en ai passé, que je vais en passer d'autres, mais en fait, ça m'empêche pas de me dire que la vie est belle et que, c'est quand même super chouette, de pouvoir, faire tout ce que je fais et puis, tu sais, je pense que quand tu as une épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête, comme ça, parce que la spondylarthrite, bah, en fait, je sais pas moi si, dans 4 ans, je vais pas avoir des cannes pour marcher. Tu vois? Ça peut, hein, là, on arrive un peu au bout des traitements, j'échappe encore une nouvelle fois au nouveau traitement. Bon, ça sent pas hyper bon, hein, mais le truc, c'est quand même de se dire moi, chaque matin, tu vois, là, je me dis: «Ben, trop bien, quoi. J'ai passé une super journée. Là, j'échange avec toi, pendant 1 heure, je suis super contente de te voir, tu vois? Enfin et en fait, et c'est pas parce que, on a, cet optimisme, qui est en nous finalement, je pense qu'on peut pas avoir des moments où ça va pas. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure que, le DU, ça me permet de parler aux patients, aux professionnels, moi, l'idée, c'est vraiment de transmettre des messages, positifs. Ça veut pas dire qu'on fait comme si, tout allait bien tout le temps. Ça veut pas dire qu'on fait comme si, c'était hyper facile d'accepter une maladie. C'est pas vrai, il y a des jours, ça va pas du tout. Mais je pense quand même que, quand tu as dans l'idée quand même que, quand tu as accepté, ton optimisme, il est là et il te fait du bien, et ben, je pense quand même que ça t'aide à passer des épreuves. Tu vas beaucoup plus loin dans ce cadre-là. C'est comme je disais dans l'épisode que le dernier épisode de la saison 1 qui était sur le couple, que pour moi, la maladie, c'était une forme de memento mori. Donc, à 20 ans, quand je me suis rendu compte que un jour j'allais mourir, parce que c'est ce Ouais, à quoi m'a ramené l'incursion de la sclérose en plaques dans ma vie, c'était terrible et insoutenable. Actuellement, en fait, bon, déjà c'est la condition de tout le monde et c'est quelque chose que je prends avec beaucoup plus de distance, où je me dis, actuellement je vais bien, ouais, ça marche. Peut-être, comme tu le dis, que ça marchera plus tard. Peut-être que mon corps perdra en motricité, etc. Mais ouais, là, pour l'instant, j'ai la chance d'aller bien et j'en profite. exactement. Et je pense que ça, malheureusement, quand tu es malade et ben, tu le ressens encore plus que quand tu ne l'es pas. Oui, bien sûr. C'est fou, hein? Je trouve qu'on a un rapport à et là, je le vois, je dis «on» parce que vraiment les personnes qui sont avec moi dans ce DU sont un peu dans la même idée et toi aussi, j'ai l'impression.
qu'on profite vraiment, mais à fond de ce qu'on peut vivre. Alors des fois, on a des coups de down énormes parce qu'on a hyper mal et tout et que la maladie nous rattrape mais alors quand ça va bien et qu'on est en mode, je profite, ben, c'est aussi, beaucoup plus que d'autres. C'est ça qui est fou, ça t'emmène des émotions, dans les 2 sens, hyper positives, hyper négatives. Mais c'est OK, ça veut dire qu'on est vivant, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que ça te fait ressentir parfois des émotions là où tu les attendais pas. Par exemple, je sais pas si ça te le fait pour le yoga, mais moi, très souvent, ça m'émeut beaucoup. Tu sais, parfois, tu as des postures où tu es très contre ton corps. Tu te tiens les jambes ou des choses comme Ouais, ça. Et de sentir mon corps et de sentir quelque chose, de l'amour pour... je sais pas comment dire, je ressens une bulle d'amour et c'est très surprenant. Je suis pas ultra bonne en yoga. Du coup, j'ai une sclérose en plaques qui, a priori, un jour va peut-être diminuer ma motricité et tout. Et de me dire, tiens, je peux ressentir une bulle d'amour, pas dans la performance, mais juste dans le contact avec moi-même. Je trouve que c'est très beau et je suis pas certaine que j'aurais eu cette appréciation-là si j'avais pas eu ma maladie. ouais. Je pense aussi que le rapport au corps et c'est pour ça que je te disais, moi, c'est un gros truc à travailler et d'ailleurs ma psy coach, a mis, le doigt dessus. Bah, effectivement, je me rends compte que, moi, pour le coup, je suis un peu fâchée avec mon corps. En gros, moi, il me fait mal. Il entre guillemets, je suis désolée, hein, mais il m'emmerde un peu, tu vois? Il me freine sur certains aspects. Et du coup, quand on a mis le doigt dessus, donc il y avait le physique, OK, bon, OK, prise de poids, perte de poids, machin, bidule, bon, pas cool, pas envie. Mais je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça aussi. Donc quand je te dis, quand toi tu me parles de bulle d'amour avec ton corps, moi c'est exactement ça que je suis en train d'essayer d'apprendre et d'accepter. Donc tu vois, là, elle me donne des exercices, par exemple, chaque jour. Alors bon, j'avoue que je zappe, je le fais pas tous les jours, mais il faut que je trouve des phrases à dire à mon corps pour le remercier. Le remercier d'avoir été, marcher, le remercier de tel truc, le remercier d'être là, le remercier d'être tel qu'il est. Et bah, tu sais que c'est pas si évident. En fait, ouais, je pense que la colère, elle était hyper tournée. C'est comme si j'avais un peu dissocié ma tête, mon corps, tu vois? Ce qui est complètement débile, hein, mais je sais pas, j'ai un peu, fonctionné, comme ça et là, bah, cette bulle d'amour là que tu décris, bah, c'est exactement l'objectif que j'ai moi, tu vois? Quand je te dis accepter, travailler sur l'acceptation de mon corps, ben ça en fait partie. Et tu vois, ma coach, elle me dit: «Mais il faut aimer ce corps qui est OK, qui est malade, qui a 4 maladies qui sont, plus quand même assez douloureuses et qui me laissent pas beaucoup de répit, hein». Moi, là, aujourd'hui, franchement, sur un mois, si j'ai, 5 jours, de répit, c'est le max, quoi. Mais il faut que j'apprenne à l'aimer quand même, avec tout ça, que ce soit physiquement ou, voilà, tel qu'il est. Et là, quand tu me parles de bulle d'amour, ça me donne envie. Moi, j'aimerais bien, tu vois? C'est là que je voudrais aller. Je comprends. Et on a beaucoup parlé. Il me reste 5 minutes sur ma Ouais. carte SD. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager, quelque chose qu'on a oublié de dire? Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose? Moi, juste, si je devais résumer, je pense que ce qui m'aide à avancer, à accepter et à trouver la vie, toujours aussi belle, bah, c'est quand même, de me dire que, ben, il y a toujours du positif, qu'on passe par des moments, hyper compliqués, mais que ça reste des expériences qui nous font grandir, mais, de ouf et ça, on en a des exemples tous les jours, des femmes comme Virginie Delalande, je ne sais pas si tu connais, qui est, formidable, qui est une femme, sourde de naissance et qui a eu son diplôme d'avocate. Elle plaide, elle est conférencière, je l'ai rencontrée, cette femme, il y a 3 4 ans. On a discuté toutes les 2 et je me suis dit: «Bah, OK, en fait, les barrières, tu te les mets toute seule. Des peurs, tu en as plein. Des colères, tu en as plein. C'est OK. Par contre, tu dois pas laisser ces pensées négatives contrôler ta vie, quoi. Tu les laisses venir, elles sont là, c'est important, mais par contre, rebondis». Et en fait, voilà, Mmh. moi, c'est vraiment mon truc, c'est d'avancer, petit pas par petit pas, trouver des solutions et rebondir parce que, la vie est belle, on en a qu'une et faut en profiter à fond, quoi. OK, c'était un très bon mot de la fin. Merci. Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir contactée déjà, parce que c'était trop cool comme Ouais, échange. c'était chouette de se rencontrer. Ça a fait très plaisir de Mmh. cheminer avec Très toi. chouette de te rencontrer, Julietta. C'est chouette ce que tu fais. Ils sont vraiment bien les podcasts. Bah, merci. Merci, là, c'est le Ah moment où je suis pardon. mal à l'aise, mais merci beaucoup et en vrai non, non, t'inquiète, t'inquiète, il faut bah, tu vois, c'est un truc sur lequel Ouais, je dois travailler aussi et en vrai, le fait d'être patient expert, j'en parlais ouais. avec une copine à moi, enfin celle qui doit m'enregistrer justement et je disais, bah, Ah je ouais. trouve que c'est pas mal, hein, quand même Ah comme, ouais, comme franchement, truc. alors je le pratique pas encore, hein, je te dirai ça dans 1 an ou 2, mais
Honnêtement, je pense que on a vraiment besoin de ça. Les patients comme les professionnels de santé, les 2. C'est l'heure de se quitter. La conversation avec Julie m'a beaucoup touchée. Comme vous l'avez sûrement entendu, à un moment, la conversation devient beaucoup plus spontanée et ressemble moins à un entretien. Ce sont personnellement les moments que je préfère. Ce que je retiens de l'échange avec Julie, c'est que les choses ne sont pas figées. Le rapport à la maladie ou au handicap met du temps à se consolider et demeure mouvant. C'est ce que raconte Julie à la fin de l'échange. Elle, qui exprime les choses avec beaucoup de recul, entame un parcours de patient partenaire, se retrouve à buter sur la question du rapport au corps. Quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant au fait d'être toujours faillible et d'avoir des choses sur lesquelles on peut avancer. J'espère sincèrement que ce témoignage vous donnera matière à réfléchir et qu'il fera bouger des choses en vous, tout en douceur. Avant de vous dire au revoir, quelques mots sur l'Anomalie. L'Anomalie est un podcast autoproduit enregistré par mes soins. Mon but est d'ouvrir la discussion sur la maladie et le handicap par le biais d'entretiens inspirés et inspirants. Ce petit projet ne pourrait pas exister sans votre soutien. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez noter le podcast ou bien ajouter un commentaire. Ne vous privez pas, cela a un véritable impact sur le référencement du podcast. Enfin, si vous souhaitez continuer l'aventure, vous pouvez retrouver l'Anomalie sur Instagram via le compte l'anomalie.lepodcast, tout attaché. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.